on continue. Oui, ça c'est cette histoire donc de cet essai négatif sur Marfan. Et d'ailleurs, juste une chose, l'un des auteurs de cet essai, le deuxième auteur, c'est Alditz. C'était lui qui a fait depuis le début de l'identification du gène, la souris, etc. Et vraiment, ça a dû être pour lui une très mauvaise surprise que cet essai sur 600 patients, je répète, c'est énorme pour une maladie. Marfan, je crois que c'est 1 sur 5000 ou 6000, je crois que c'est ce qu'on dit en général. Mais pour avoir fait un essai comme ça, 21 centres cliniques, etc., c'est assez énorme. Voilà. Alors, maintenant, je vais aller sur deux autres maladies qui m'ont beaucoup intéressé à un moment donné, où X fragile continue un peu. C'est donc un certain nombre de retards mentaux liés à l'X fragile, dont j'avais parlé à des cours il y a quelques années déjà, et la génétique du retard mental ou de la déficience intellectuelle, maintenant, comme on dit en général. Et après, j'essaierai de passer quelques diapositives sur la myopathie de Duchenne. Toujours du point de vue aspect thérapeutique. Alors, c'est un cours, je crois, que j'avais fait l'an dernier ou il y a 2 ans. La déficience intellectuelle, c'est quelque chose qui est d'une complexité génétique absolument extraordinaire, puisque à l'heure actuelle, il y a plus de 500 gènes qui, lorsqu'ils sont mutés, vont être responsables de déficiences intellectuelles plus ou moins sévères, avec ou sans d'autres anomalies, des anomalies neurologiques, mais quelquefois ça peut être des anomalies cardiaques avec, des anomalies oculaires, etc. Ça peut être des choses, comme on dit, syndromiques ou non syndromiques. Donc une hétérogénéité absolument extraordinaire. Et il ne se passe pas, je veux dire, dans chaque numéro de l'American Journal of Human Genetics, il y a au moins, chaque numéro mensuel, 1 ou 2 nouveaux gènes impliqués dans la déficience intellectuelle. Donc on continue à en identifier parce que c'est quelque chose d'assez fréquent, etc. Et puis ce que vous trouvez en général dans tous les papiers, ou les papiers c'est ce genre de phrase, c'est de trouver les gènes vont donner des cibles pour des découvertes futures, diagnostiques, ça on est bien d'accord, et thérapeutiques. Donc ça c'est à chaque fois, dire on a découvert un gène, donc ça ouvre la voie à la thérapeutique. Et vous voyez par exemple, Progress Toward Treatment for Synaptic Defects in Autism, comme on a trouvé qu'il y a des gènes qui sont impliqués dans l'autisme qui atteignent des voies de signalisation sur le fonctionnement de la synapse et l'homéostase de la synapse, on va pouvoir faire des synaptic clinical trials et trouver effectivement, donc faire des progrès sur le traitement, et là aussi Neurobiology of Autism Gene Products Toward Pathogenesis and Drug Targets. Donc voilà, on a le gène, on est en route pour le traitement. Et alors, il y a cette maladie, alors dont je vais parler, pourquoi Ah, pardon. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait là? Là, il est tombé. Attendez. Excusez-moi, mais je suis pas très... Voilà, c'est bon? Pour vous aussi, là, oui, parce que c'est... Ça va? D'accord. Alors, c'est une maladie que connaît bien Madame la professeure Gijon Krantz, puisque c'est une des premières familles que nous avons analysées il y a beaucoup d'années, avait été identifiée par elle.
Et donc, c'est ce syndrome de retard mental avec chrono X fragile et qui a effectivement pas mal d'importance parce que c'est la cause la plus fréquente de retard mental familial. C'est moins fréquent que la trisomie 21, mais la trisomie 21, c'est un accident qui a un taux de récurrence, je dirais, dans une famille quasi nulle, sauf quelques cas très particuliers de translocation, mais autrement, la récurrence de la trisomie 21 est quasi nulle dans une famille, alors que le retard mental avec X fragile est quelque chose, quand ça s'installe dans une famille, vous pouvez avoir dans différentes branches, dans différentes générations, des enfants et des adultes atteints. Les garçons plus atteints que les filles, c'est une maladie liée au X, mais qui a quand même un effet chez les filles, mais qui sont en général un peu moins atteintes. Donc voilà une maladie, je ne vais pas faire le cours sur l'X fragile, qui est liée à une mutation, une expansion de répétition trinucléotidique, mais simplement cette expansion inhibe l'expression du gène qui est à l'endroit de la mutation, gène qui s'appelle FMR1 pour Fragile X Mental Retardation 1. À l'époque, on se demandait est-ce qu'il y avait un ou plusieurs gènes qui pourraient être atteints par cette mutation. Il n'y en a qu'un seul, et donc c'est FMR1. Et FMR1 code pour une protéine. Alors ça, c'est, vous trouvez un gène, vous demandez pour quelle protéine il code et quelle est la fonction de cette protéine. Okay, donc la protéine, elle s'appelle FMRP pour Fragile X Mental Retardation Protein. Et de très nombreux travaux ont montré que c'est une protéine qui se lie avec des ARN messagers et qui est impliquée dans la régulation, probablement la traduction de ces ARN messagers, et surtout dans le cerveau, vous avez des ARN messagers qui vont être traduits au niveau de la synapse en réponse à des excitations synaptiques, et c'est censé jouer un rôle très important dans ce qu'on appelle la plasticité synaptique, et donc par exemple dans les phénomènes de mémorisation, les phénomènes d'adaptation de la synapse, selon qu'elle soit stimulée ou pas, vous allez avoir des synthèses de protéines spécifiques au niveau de cette synapse. Pour ça, il faut que les ARN messagers soient ici, mais ces ARN messagers, ils sont produits par transcription dans le noyau, et donc il faut qu'ils aillent le long des dendrites pour se retrouver aux synapses. Et donc, il y a un certain nombre d'arguments pour dire que FMRP se lie à des ARN messagers, lesquels exactement, selon les papiers que vous regardez, ce n'est pas toujours tous les mêmes qui ont été trouvés, c'est très complexe, mais donc, agirait comme transporteur, ou jouera un rôle dans le transporteur de ces ARN messagers, et dans notamment le fait qu'ils puissent être ou pas traduits au niveau de la synapse, et donc un rôle dans la plasticité synaptique. Et la plasticité synaptique, comme je l'ai dit, c'est important pour la mémoire, c'est important pour la cognition. Donc on peut se dire qu'un déficit en FMRP, on peut comprendre pourquoi ça a une importance et que le déficit entraîne un retard mental. Donc comme je l'ai dit, vous essayez de comprendre la fonction de la protéine, et après, vous essayez d'aller au niveau organismique. D'autant plus que, effectivement, si vous voulez comprendre des aspects comportement, des aspects cognition, il faut quand même pouvoir analyser ça dans un organisme qui a un cerveau. Donc, vous allez faire un modèle souris. Donc, c'est un modèle souris qui a été fait très peu après. Donc, le gène a été identifié en 1991, et en 1993 ou 14, le modèle souris a été publié. Et à l'époque, c'était des souris où il n'y avait vraiment pas grand-chose. Elles avaient l'air un petit peu hyperactives. Elles avaient l'air... les patients mâles ont souvent des gros testicules à partir de la puberté. Et effectivement, les souris avaient des testicules un peu plus gros que les souris non mutées, mais enfin, le problème de l'X fragile n'est pas la taille des testicules. Donc,
ce qu'on appelle un phénotype qui était très subtil par rapport aux souris normales, ce qui fait d'ailleurs que quand c'est très subtil, vous commencez à avoir une littérature qui est assez contradictoire, parce que ce qui a été trouvé dans un labo n'est pas toujours reproduit dans l'autre labo, parce que si ce n'est pas des grands effets, ça peut dépendre beaucoup comment vous faites les choses, le fond génétique de la souris, etc. Donc c'est près de 10 ans après que cette souris ait été produite, qu'un électrophysiologiste américain, qui s'appelle Mark Baer, qui est un type très, très connu, qui était, je crois, MIT, donc qui est un spécialiste de la plasticité synaptique, étudie certains paramètres de la plasticité synaptique dans cette souris déficiente dans le gène FMR1, et il trouve dans l'hippocampe, où quand vous stimulez des neurones dans l'hippocampe, vous pouvez avoir un effet d'inhibition à la suite de cette stimulation de l'activité synaptique, ce qu'on appelle la long-term depression. Vous stimulez les synapses. Certaines synapses vont répondre par une LTP, par une augmentation d'activité. La synapse qui est stimulée va devenir plus active, mais dans d'autres cas, c'est long-term depression. Celle qui a été stimulée va maintenant devenir moins active. Or, cette long-term depression, il se trouve qu'elle est encore plus forte dans les souris X fragiles, enfin les souris déficientes en FMRP. Elles n'ont pas vraiment la mutation X fragile, mais en tout cas, elles sont déficientes en FMRP. Et donc, voilà, c'est un accroissement de cette dépression à long terme. Elles sont encore plus déprimées que des neurones normaux dans l'hippocampe. Alors, pourquoi ça l'avait beaucoup intéressé? Pour deux raisons. D'une part, on savait que cette long-term depression LTD, était quelque chose, c'était un mécanisme qui était lié à des récepteurs au glutamate très spécifiques qui s'appellent les récepteurs métabotropiques au glutamate, c'est des G-protéines. C'est donc une classe de récepteurs au glutamate, notamment mGluR5 et aussi mGluR1. Et donc ces récepteurs qui sont dans la région postsynaptique, vous avez une région présynaptique et une région postsynaptique, puisque synapse, c'est la communication entre deux neurones. Ces mGluR5 sont des récepteurs au glutamate. Glutamate, c'est un neurotransmetteur excitateur. Et en fait, ce qu'on savait, c'est que quand ces récepteurs étaient activés, il y avait un effet qui était dépendant de la synthèse protéique au niveau de la synapse, parce que c'était inhibé si on inhibe la synthèse protéique, et que ceci fait internaliser d'autres récepteurs au glutamate, qui sont les AMPA récepteurs. Et en fait, la dépression, c'est le fait que les AMPA récepteurs, au lieu d'être à la synapse, vont être internalisés, donc ne vont plus être actifs, d'où dépression de l'activité de la synapse. Donc vous voyez, quelque chose d'assez complexe, mais ce qui était important là-dedans, d'une part, c'est qu'on savait que cette signalisation mGluR5 dépendait de la synthèse locale de protéines. Or, justement, on savait que FMRP était un régulateur potentiel de la synthèse locale de protéines au niveau synaptique. Donc, la théorie de Mark Baer, ça veut dire que FMRP est celui qui joue un rôle inhibiteur de cette étape de traduction. Si FMRP est absent, il y a trop de traduction, trop d'internalisation d'AMPA, d'où LTD augmenté, et que ça modifie la plasticité synaptique, donc c'est pas bon. Mais l'autre importance surtout, c'est que en fait, cette voie de signalisation mGluR, et d'ailleurs aussi AMPA, c'est bien connu des neuropharmacologues. Et les laboratoires pharmaceutiques avaient développé plein de molécules
qui soient actives, soit inactives, des agonistes, des antagonistes, que ce soit pour les récepteurs MGUR ou pour les récepteurs AMPA. Parce que vous dites, voilà, il y a trop de MGUR, il n'y a probablement pas assez d'AMPA, donc ce qu'il faudrait, c'est peut-être avoir soit un inhibiteur de MGUR ou au contraire un activateur d'AMPA. Donc, si vous voulez, le papier de Marber et ce qu'il appelle après la théorie de l'hyperactivation MGUR avait l'avantage de dire, tiens, ça, c'est une cible pharmacologique où il y a, sur les étagères des grandes compagnies pharmaceutiques, des produits qui sont connus pour activer ou inactiver. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à travailler là-dessus, et notamment par un très joli papier qui était paru dans Neurone. Marc Baer était toujours là, hein, il est ici, mais il n'y a pas que lui, qui, pour tester cette théorie, alors effectivement, les gens avaient testé déjà en donnant des antagonistes de MGUR5, mais les antagonistes pharmacologiques, vous n'êtes jamais sûr que la molécule que vous utilisez a exactement la spécificité que vous voulez. Hein, on vous dit, voilà, c'est un antagoniste MGUR5, mais est-ce qu'il a d'autres effets? C'est pas évident. Et donc là, ils ont fait une expérience de génétique qui est très, très élégante. Ils ont croisé la souris modèle de l'X fragile, donc déficiente dans la protéine FMR1, avec une souris hétérozygote pour une déficience dans le gène MGUR5. Donc au lieu d'avoir 100% de l'activité MGUR5, elle a 50% de cette activité MGUR5. Et ce papier dit, on corrige toute une série de phénotypes, notamment par exemple, il y a des anomalies de la densité de ce qu'on appelle les épines dendritiques, qui sont les localisations des synapses, qui sont de manière subtile, anormale à la fois chez les patients et chez les souris X fragiles. C'est une question de densité, c'est vraiment de forme de ces épines synaptiques. Mais enfin, la conclusion, c'est que sur une série de phénotypes montrés par la souris modèle X fragile, quand on la croise avec une souris qui n'a que 50% d'activité MGLUR, on normalise toute une série d'anomalies de la souris X fragile, et donc ça suggère qu'effectivement, la théorie d'hypersignalisation est une théorie qui a l'air d'être confirmée. Et d'autres études sur d'autres souris, sur les souris, ont aussi conclu, par exemple, le glutamate, c'est un neurotransmetteur excitateur. Et donc, la théorie MGUR, c'est de dire qu'il y a trop d'excitation, si vous voulez. Mais vous avez de l'autre côté le GABA, qui lui est un neurotransmetteur inhibiteur. Et il y avait des études sur ces mêmes modèles souris qui suggéraient que peut-être il n'y avait pas assez d'inhibition, trop d'excitation ou peut-être pas assez d'inhibition. Et là, donc, on peut se dire que peut-être on pourrait avoir des stimulateurs du récepteur GABA, donc quelque chose qui augmenterait l'inhibition par la voie GABA. Donc, si vous voulez, voilà, ça suggérait qu'il y avait toute une série de cibles pharmacologiques possibles pour l'X fragile. Et ceci a commencé à intéresser l'industrie pharmaceutique. Alors d'abord, l'industrie pharmaceutique, elle avait déjà des molécules. Par exemple, Novartis avait une molécule qui s'appelle AFQ056, qu'ils avaient développée au départ, si on regarde sur leur site, en disant peut-être que ça pourrait être utile pour Parkinson, peut-être que ça pourrait être utile pour les gens qui s'arrêtent de fumer ou ils ont des troubles neurologiques. Donc c'était quelque chose que finalement ils avaient développé, ils avaient fait des études de toxicologie, mais finalement qu'ils n'avaient jamais utilisé. Donc c'était on the shelf. Et d'autre part, il y avait une autre chose qui a fait que l'X fragile est devenu beaucoup plus intéressant pour
pour l'industrie pharmaceutique. Je dirais deux choses probablement. D'une part, il y a des groupes de familles, notamment aux États-Unis, qui sont des groupes de pression extrêmement actifs, avec des gens qui sont à Washington, etc., qui sont Mary Higgins Clark, la fameuse écrivaine de romans policiers, un petit-fils qui a l'X fragile, donc elle fait des conférences pour trouver de l'argent, etc. Enfin bref, il y a un groupe de pression pour dire, voilà, il faut développer la recherche, il faut développer des thérapies pour l'X fragile. Mais aussi, je dirais 10 à 20% ou 25% des enfants X fragiles ont des manifestations d'autisme. Et quelquefois, c'est vraiment, si on prend des critères stricts d'autisme, ils ont effectivement de l'autisme. Dans d'autres cas, c'est simplement des manifestations autistiques sans être de l'autisme vrai. Mais l'autisme, dans les dernières années, est devenu un intérêt majeur, et notamment parce que, par exemple, il y a des statistiques américaines qui indiquent, suggèrent, je ne sais pas quel mot il faut utiliser, que la fréquence de l'autisme a augmenté de 20 fois dans les 20 dernières années, et on en est maintenant à 1 sur 50. Un enfant sur 50 serait atteint d'autisme. Ce qui fait beaucoup, oui. Alors, la question, c'est est-ce que c'est un effet simplement de diagnostic, de critères, il y a plein de choses. Par exemple, aux États-Unis, si vous avez un enfant qui a de l'autisme, vous avez des aides, plusieurs États vont donner des aides éducatives qu'on ne donnera pas s'ils n'ont pas le diagnostic d'autisme. Donc ça aide la famille s'il y a un diagnostic d'autisme. Mais dans les 5 dernières années, le syndrome X fragile est devenu un syndrome d'autisme. Et comprendre l'X fragile, c'est comprendre l'autisme. Hein, ça se trouve dans les papiers qui sont publiés dans Nature ou dans Cell sur l'X fragile, donc dans les revues les plus prestigieuses. On vous dit, parce qu'on a compris le rôle de FMRP, ça va aider à comprendre l'autisme. Donc ça, c'est une première chose. Et donc, pour les compagnies pharmaceutiques, ils se sont dit, mais si on arrive à avoir une molécule qui a un effet sur l'X fragile, peut-être qu'on va pouvoir dire que finalement l'X fragile c'est syndrome autistique, il faudra essayer cette molécule sur l'autisme. Ok. Bon. Donc, Novartis, qui avait cette molécule antagoniste de mGluR5 sur ses shelves, commence à s'intéresser à ça et fait un vrai essai clinique dans des conditions strictes, parce que bon, avant il y avait des essais cliniques qui étaient faits sur des toutes petites cohortes, pas vraiment randomisées, pas vraiment avec placebo, etc., pas double blind. Donc là, une vraie étude comme les grandes compagnies pharmaceutiques savent en faire. Et d'ailleurs, il y a une équipe française à Lyon de Vincent Desportes qui a été très impliqué là-dessus, et à Lausanne, Sébastien Jacquemont, des gens qui sont des gens très très bien, donc qui ont recruté les malades et qui ont fait l'étude. Et puis, quand je leur demandais, parce que c'est des gens que je connais bien, alors comment ça marche, on a le droit de rien dire. On ne peut rien dire, de toute façon on ne sait pas encore, parce que comme c'est randomisé, on ne sait pas, mais pourtant, d'après les parents, alors cette première étude, c'était ce qu'on appelle une étude crossover, c'est-à-dire que vous prenez les patients, je crois qu'il y en avait 30, hein, je crois, et à la moitié, vous allez donner le placebo, et à l'autre moitié, vous allez, mais sans qu'ils le sachent évidemment, la molécule active, pendant, je ne me rappelle plus, 3 ou 4 semaines. Ensuite, vous avez une période qu'on appelle de washout, où vous laissez les molécules disparaître ou pas, et vous allez croiser, c'est-à-dire à ceux qui avaient le placebo, vous allez donner la molécule, et aux autres, vous allez... Donc c'est ce qu'on appelle une crossover study. Et donc, quand je posais la question à Sébastien Jacquemont et Vincent Desportes, alors, il y a quelque chose, c'est quoi les résultats? Dire interdiction de communiquer, etc. Puis finalement, première communication dans le New York Times. Vous voyez, c'est un responsable de Novartis qui raconte dans le New York Times, c'est formidable, il y a un effet sur les patients, et vous avez le directeur du National Institute of Mental Health was told of Novartis result,
Just 3 years ago, I would have said that mental retardation is a disability needed rehabilitation, not a disorder needing medication. Any positive results from clinical trials will be amazingly hopeful. Et vous avez la famille avec l'enfant atteint. Enfin, tout le monde est enthousiaste, c'est formidable. Ça a l'air de marcher. Enfin, en tout cas, le New York Times, responsable. Il a fallu attendre 1 an pour avoir, dans une revue prestigieuse, l'article. Et cet article dit « Epigenetic modification of the FMR1 gene in Fragile X syndrome is associated with differential response to the mGluR5 antagonist AFQ 056 ». Donc vous avez Sébastien Jacquemont, Vincent Desportes, etc. Donc le papier très bien fait dans une revue prestigieuse. Ceci, alors, et donc je crois que c'était 30 patients. Hein, voilà, 30 male Fragile X patients. Et cette crossover se dit. Alors, ceci dit, vous savez, les études cliniques sont très réglementées et vous devez définir, avant le début de l'étude et avant pour qu'elle soit approuvée, quels vont être ce qu'on appelle les endpoints, quels vont être les critères qui vont vous permettre de dire s'il y a un effet ou s'il n'y en a pas. C'est ce qu'on appelle les primary endpoints. Vous pouvez dire aussi qu'il y a d'autres choses que vous allez tester, qui seront les secondary endpoints, mais qui sont moins importants que le primary. Le succès de l'essai clinique, c'est de savoir est-ce que vous avez une différence sur le primary endpoint. Après, vous pouvez vous amuser sur les secondary pour voir est-ce qu'il y a peut-être des choses que vous ne pouvez pas, ou peut-être plus subtiles, etc. Et donc, ils avaient comme... donc cette étude, premièrement, le syndrome de retard mental avec X fragile, comme dit, retard mental, donc problème de cognition. Mais il y a aussi des problèmes de comportement. C'est des enfants hyperactifs, avec des comportements répétitifs, qui sont aussi souvent très anxieux, qui sont hypersensibles aux stimulus sensoriels, etc., qui sont, ça c'est une des caractéristiques autistiques, qui aiment bien qu'on fasse toujours la même chose de la même manière, qu'on passe toujours par le même chemin, etc. Donc, si vous voulez, il y a toute une série d'anomalies comportementales. L'étude de Novartis a décidé de n'avoir des tests que comportementaux, pas de tests cognitifs. Alors, vous pouvez dire que peut-être que les tests cognitifs, sur 3 semaines de traitement, c'est un peu difficile de pouvoir espérer que vous allez avoir des effets sur la cognition. Et puis, de toute façon, un des arguments, c'est de dire, si on améliore le comportement, parce que quand vous avez un gosse qui est hyperactif, l'apprentissage est plus difficile. Donc, si on arrive à avoir un comportement amélioré, ça ne peut avoir, en principe, que des effets bénéfiques par rapport à la cognition. Mais en tout cas, les primary endpoints, c'était des checklists qu'on appelle on pose des questions, notamment aux parents, ou les médecins, sur est-ce que telle ou telle chose s'est améliorée, sur l'anxiété, sur l'hyperactivité, etc. Et quand vous regardez le papier, ils vous disent « Nous n'avons trouvé aucune différence significative dans les primary outcome measures », donc dans ces The Aberrant Behavior Checklist Community Edition. Mais, donc, disons, le primary endpoint, pas de différence significative. Mais si on commence à regarder certains des secondary endpoints, il y a des choses qui peut-être montrent que certains patients répondaient. Et puis surtout, ils disent, voilà, j'y vais, voilà. Il y avait quand même dans cette checklist, l'amélioration, c'est si le nombre de points que vous avez à la checklist diminue au cours de l'étude. D'accord ? Et ils avaient 7 patients qui avaient eu l'air de s'être améliorés. C'est ceux-là. Et les autres, ça allait dans tous les sens, un peu d'amélioration, etc. Et ces 7 patients, ils ont fait ce qu'on appelle une étude post-hoc, c'est-à-dire que vous avez 7 patients qui ont l'air d'être répondeurs. Qu'est-ce qu'ils ont ? Est-ce qu'ils ont les cheveux roux ? Est-ce qu'ils sont grands, petits, plus vieux, etc. Et là, dans l'X fragile, bon, j'exagère un peu, mais dans l'X fragile,
la mutation entraîne une modification épigénétique, qui est une méthylation de l'ADN, et c'est celle qui fait que le gène ne s'exprime pas et que la protéine n'est pas produite. Ils avaient fait une étude très sérieuse de la méthylation, beaucoup plus sérieuse que celle qu'on fait en diagnostic en général. Donc ils avaient regardé systématiquement la méthylation au niveau du gène FMR1. Et ils avaient trouvé qu'il y avait certains patients qui étaient complètement méthylés, et ceux-là, ils n'avaient pas du tout d'expression de la protéine FMRP, et d'autres patients qui étaient partiellement méthylés et qui avaient une expression faible mais détectable de la protéine FMRP. Et il se trouve que les 7 patients répondeurs, enfin que quand ils prenaient les patients qui étaient complètement méthylés, ils étaient tous répondeurs, voilà, ici, alors que quand ils ne sont pas complètement méthylés, il n'y a pas de sens, il y en a qui répondent, il y en a qui ne répondent pas, il y en a qui empirent, etc. Donc, voilà. Et donc, d'où le titre, la modification épigénétique, puisque la méthylation, c'est une modification épigénétique, est associée avec une réponse différentielle à cette molécule pharmacologique. Donc, en fait, l'essai clinique, en principe, n'avait pas pu montrer d'efficacité, mais en faisant cette analyse post-doc, on dit oui, mais peut-être c'est quand même efficace chez ceux qui sont complètement méthylés. Oui, c'est ce que... oui, ça c'était quand ils regardaient les secondary outcomes, c'est les autres types de tests, par exemple, est-ce qu'il y a une anomalie du comportement stéréotypique, est-ce qu'il y a une anomalie ou une amélioration pour le comportement automutilatoire ou pour le traitement compulsif, etc. Mais enfin, il y avait quelques différences, mais enfin, tout ça n'était pas très, très convaincant. Mais donc, la conclusion de Jacquemont, c'est qu'il faudrait vérifier à plus long terme l'efficacité et de voir effectivement est-ce que c'est lié à ou non cette modification épigénétique, complète ou pas complète. Je veux dire que quand j'avais vu ça, moi, je ne voyais vraiment pas pourquoi, quand on n'a pas du tout de protéines, on répond, et si on a 2% de la protéine, on ne répond pas. Je n'arrivais pas à comprendre en quoi ça pouvait faire une différence. En tout cas, ça a été suffisant, quand même encourageant, pour que Novartis décide de faire une étude plus longue avec plus de patients. Mais, j'y reviendrai, le deuxième essai clinique, avec plus de patients, a été arrêté en 2014 parce que les résultats intermédiaires ne montraient pas d'effet. Donc, je vous avais parlé mGluR5, antagoniste d'RGluR5. Mais il y avait une autre, Marc Baer, toujours lui, avait fondé une compagnie qui s'appelle Seaside Therapeutics pour aussi tester l'aspect qui n'a peut-être pas assez d'activité inhibitrice gamma-aminobutyrate, GABA-B, le récepteur GABA-B, et ils avaient un composé qui était activé GABA-B, qui est l'arbaclofène, qui est en fait un énantiomère du célèbre baclofène qui est maintenant utilisé dans les thérapeutiques anti-alcooliques. Et donc, de nouveau, sa compagnie, avec le support de Roche, fait une étude sur 63 patients. Et de nouveau, c'est surtout du comportement. De nouveau, le Aberrant Behavior Checklist, ABC. Et de nouveau, we found no difference from placebo on the primary endpoint. Donc, c'est pas très... Oui, il y a un problème. Voilà, merci. Donc, on peut se dire, voilà. Mais post-hoc analysis, c'est toujours l'analyse a posteriori, montre que sur certaines autres échelles, comme le ABC Social Avoidance Scale, c'est une échelle d'autisme, il semblait y avoir un effet. Et surtout,
et ça c'était à la limite plus compréhensible, les sujets les plus atteints, notamment du point de vue social impairment, montraient le plus d'amélioration. Et donc, il concluait quand même... attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà, par exemple, vous voyez, s'ils prennent tous les patients, en bleu, c'est ceux qui ont été traités par la molécule. Ça, ce n'était pas du double crossover, c'était placebo contre molécule. En rouge, c'est les placebos. Et on demandait, est-ce qu'ils ont été très améliorés, beaucoup améliorés, peu améliorés, pas de différence, c'est plutôt ça a plutôt empiré, ou much worse. Et quand vous regardez ceux qui étaient les plus atteints, vous trouvez qu'apparemment, il y en a, mais c'est 13 qui ont été très améliorés chez ceux qui sont traités. Et donc, vous aviez des vidéos, j'étais à un meeting où on montrait des vidéos de parents enthousiastes, grâce à cette molécule, mon gamin, il est transformé, c'est formidable, etc. Ce qui fait que Seaside Therapeutics a accepté de continuer dans ce qu'on appelle un open trial, c'est-à-dire ceux qui veulent continuer à prendre la molécule, on continue à vous la donner, même si ce n'est plus dans le cadre de l'essai clinique, mais puisque vous trouvez que ça fait du bien, on continue à vous la donner. Et voilà Randy Hagerman, qui est quelqu'un que Simone Gérin, on se connaît bien, qui dit, voilà, les médecins, les parents rapportent une meilleure sociabilité, une meilleure communication, moins de grande colère. Dans plusieurs cas, on a pu leur ôter les autres médicaments, notamment les antidépresseurs, les antipsychotiques, etc. C'est mon espoir qu'avec plus d'études, cette molécule, donc l'arbaclofène, sera capable de jouer un rôle très important, ou en tout cas très désirable, pour améliorer les symptômes de l'X fragile. Donc, grand enthousiasme, ça a l'air d'être marché. Et puis, patatras, toujours le New York Times, qui annonce qu'en fait, Roche, alors d'abord, ils avaient annoncé « The first drug that could ease social withdrawal in autism ». C'était même plus l'X fragile, c'était l'autisme en général, d'accord? Et ça, c'était septembre 20, 2012. Et maintenant, on est juin 6, 2013. Seaside Therapeutics arrête de fournir la molécule. Pourquoi? Parce qu'en fait, Roche s'est retiré de l'aide qu'elle donnait à Seaside Therapeutics parce que ça ne l'intéresse plus. Et Seaside Therapeutics a fait faillite, a arrêté. Et donc, vous ne pouvez plus donner, ce n'est pas une molécule approuvée, vous ne pouvez pas continuer à la donner alors qu'il n'y a plus personne pour aller voir qu'est-ce que ça fait. Donc, au grand désespoir de parents qui disaient « mais chez moi ça fait du bien, ou chez mon gamin ça fait du bien », essai clinique arrêté, même cette open, et on ne donne plus la molécule. Donc ça, c'est Seaside Therapeutics. Roche, alors Novartis, il y avait sa grande étude. Hein, c'est en avril, 24 avril, Novartis clinical trials in Fragile X ended. The company will be discontinued its development program. Ils arrêtent tout sur, en tout cas, cette molécule. Après des résultats négatifs d'une grande étude clinique internationale qui ne montre pas d'amélioration contre le placebo. Et que le Open Label Extension est arrêté aussi pour ce... Roche développait un autre inhibiteur du mGluR. Donc ils avaient deux pieds. Ils avaient le pied dans le GABA par Seaside Therapeutics et ils avaient leur propre essai.
Et en septembre 2014, Roche abandoned another Fragile X R&D program after phase 2 trials flunk out. Flunk out, c'est-à-dire que pas d'effet. Et donc, ça veut dire que, après un espoir énorme du côté des familles, hein, c'était en se disant, voilà, les grandes pharmas s'y intéressent, Roche, Novartis, on publie dans le New York Times d'abord, dans Science Translational Medicine, qui est quand même une revue prestigieuse, des papiers très sérieux, bien faits, même si quand on les regarde attentivement, voilà, c'est toujours la même chose. On dit, voilà, si on prend l'essai tel qu'on l'avait défini au départ, il n'y a pas vraiment d'effet. Mais si on commence à regarder, à faire de l'analyse post-hoc, finalement, ici ou là, si on prend ces patients les plus atteints ou ceux qui sont méthylés, etc., finalement, ou certaines échelles, l'échelle d'autisme, c'est là, il y a une réponse. Et il y a tout un problème maintenant, et j'en ai discuté justement hier, il y avait Randy Egerman qui était à Strasbourg, j'ai discuté avec elle, mais aussi avec Vincent Desportes. Alors, premièrement, c'est vraiment très difficile de faire des essais cliniques dans de telles maladies. Par exemple, le comportement. Le comportement, il va changer d'un jour à l'autre, en fonction du stress de l'enfant, du stress sur les parents, de ce qui se passe, il fait beau, il ne fait pas beau, il y a, etc. Enfin, donc, c'est très difficile d'avoir des échelles suffisamment stables pour voir un effet. Ensuite, pour une raison, est-ce que ces compagnies pharmaceutiques ont décidé que la cognition, c'est trop difficile pour s'y mettre, ou que ça avait plus de chances de passer le FDA approval, ils ont refusé de mettre des tests cognitifs dans les essais cliniques. Randy Egerman pensait que ça aurait été peut-être, parce qu'elle pensait qu'elle avait des observations suggérant qu'il y avait des effets cognitifs qu'on aurait pu mettre en évidence. Et donc tout ça, ça pose le problème, si vous voulez, comment est-ce qu'on fait pour mesurer l'effet dans ces pathologies, l'effet cognitif, l'effet comportemental. En plus, c'est souvent des enfants qui reçoivent des tas d'autres médications et je crois que la plupart du temps, ils continuaient à recevoir les autres médications parce que les parents ne voulaient pas, etc. Donc ça rend les choses très difficiles. Et les gens se demandent aussi, est-ce qu'on a vraiment les bonnes échelles, les bons tests pour voir une efficacité. Alors il semble qu'il y ait quand même un certain nombre d'autres tests pour d'autres molécules, mais par exemple, Randy Egerman me disait qu'elle aurait voulu continuer le test sur les inhibiteurs mGluR, mais avec des échelles cognitives, en demandant de l'argent au NIH, mais qu'apparemment, ça serait mal vu. À partir du moment où la grande boîte pharmaceutique a dit « ça ne marche pas », ça devient très difficile d'avoir des financements pour faire autre chose. Voilà. Je vais terminer juste, peut-être rapidement, j'essaierai d'être un peu plus optimiste la prochaine fois, mais je pense que c'est important de montrer que les effets d'annonce basés sur des modèles animaux, basés sur des premiers essais cliniques sur un petit nombre de patients, il faut faire très attention parce que c'est des choses très difficiles et qu'on a des déconvenues. Alors, la myopathie de Duchenne, c'est une autre maladie que sans doute vous connaissez tous, même si vous n'êtes pas généticien, parce qu'on en parle beaucoup au Téléthon, etc. Donc, c'est une maladie musculaire liée à des anomalies d'un énorme gène sur le chromosome X, c'est pour ça que c'est les garçons qui sont atteints, et qui vient en deux formes. La myopathie dite de Duchenne, qui est la forme très sévère, où les enfants en général arrêtent de pouvoir marcher et sont en chaise roulante à partir, disons, en général de l'âge de 10-12 ans. Et vous avez une forme moins sévère et qui peut même être très peu sévère selon les patients. Vous pouvez avoir des gens qui ont une myopathie dite de Becker, avec des mutations dans le gène dystrophine, et qui vont simplement marcher avec une canne à l'âge de 40 ou 50 ans.
ce qui est quand même beaucoup moins grave que, évidemment, la myopathie de Duchenne, où, en fait, ces enfants, comme les muscles respiratoires ne vont pas fonctionner, comme ils vont avoir des problèmes cardiaques, etc., dépassent rarement, je dirais, les 25 ans. Or, il se trouve que les mutations les plus fréquentes dans la myopathie de Duchenne et dans la myopathie de Decker, c'est des délétions qui enlèvent un ou plusieurs exons. C'est un gène qui code pour une très grande protéine, et il y a 79 exons donc, qui codent chacun pour des petits bouts de la protéine. Alors, on peut dire comment ça se fait, et ça a été au début un petit peu un mystère, vite éclairci. Pourquoi est-ce que des délétions de certains exons entraînent une myopathie très très sévère, et des délétions, quelquefois des mêmes exons, mais pas tout à fait la même délétion, entraînent une myopathie beaucoup moins sévère. Et en fait, le tout, vous savez que le code génétique est un multiple de 3, un acide aminé est causé par 3 nucléotides, et les exons, ils peuvent commencer au nucléotide 1 d'un codon et se terminer au niveau du nucléotide 2 d'un autre codon, etc. Enfin bref. Ce qui fait que selon la délétion que vous avez d'un ou plusieurs exons, soit ça conserve ce qu'on appelle la phase de lecture, ce qui fait que ce qui est en amont et ce qui est en aval de la délétion va être conservé, et donc vous aurez une protéine qui a une délétion à l'intérieur, mais autrement le début et la fin de la protéine sont conservés. Et en fait, c'est des protéines qui sont relativement fonctionnelles, et donc ça donne une forme moins grave. Ou vous avez des délétions d'exons ou d'autres types de mutations qui ne conservent pas la phase de lecture et qui entraînent la formation d'une protéine tronquée, et cette protéine tronquée, elle est complètement inactive. D'accord ? Et donc, quelquefois, vous avez la chose que si vous avez 2 exons qui manquent, ça fait un décalage du cadre de lecture. Si vous avez 3 exons, on aurait pu dire 3 exons, les mêmes 2 exons plus 1, c'est pire. Mais non, au contraire, parce que si ça fait que ça respecte maintenant la phase de lecture, ça va être moins sévère. Et donc l'idée, notamment de chercheurs à Leiden, l'équipe de Hertjan van Hommen, ça a été que si on pouvait intervenir au niveau du mécanisme dit d'épistage, celui qui raboute les exons les uns aux autres, en faisant en fait qu'au niveau de ce mécanisme, on allait empêcher l'épissage d'exons supplémentaires pour remettre la phase, c'est-à-dire de changer un Duchenne en Becker, on aura un avantage thérapeutique. Et donc, il donne ici l'exemple. Si vous avez une délétion de l'exon 51, ça va être hors phase, et donc vous n'avez pas de dystrophine produite et vous avez une myopathie de Duchenne. Si maintenant vous allez déléter en plus de 51 tout de 49 à 52, vous avez un messager qui a une plus grande délétion, un ARN messager, mais qui va être en phase, et vous aurez une dystrophine qui est associée à un phénotype plutôt Becker. Donc c'était l'idée, voilà, grâce, en essayant d'inhiber l'épissage spécifique de certains exons, transformer une délétion hors phase en délétion en phase au niveau de l'ARN, et donc retrouver au moins partiellement une protéine. Donc au début, ça a été vérifié que ça pouvait se faire sur des cellules de patients. Et effectivement, vous arriviez, grâce à ce qu'on appelle des oligonucléotides antisens spécifiques de tel ou tel exon, vous arriviez à faire sauter cet exon supplémentaire, donc c'est ce qu'on appelle le saut d'exon ou exon skipping. Et donc dans les cellules de patients, ça vous permettait de réexprimer de la dystrophine qui se mettait à la membrane, etc., qui avait l'air d'être active. Donc, ça c'est les cellules. Une fois que vous avez fait ça sur les cellules, vous voulez faire ça sur un modèle animal.
Et il se trouve qu'il y a un modèle naturel, une mutation naturelle de souris qui s'appelle la souris MDX, qui a effectivement une mutation tronquante. Et vous avez deux exemples ici de papiers, l'un par un groupe français financé notamment par l'AFM et dont faisait partie Jean-Claude Kaplan, ici présent, qui montre qu'on peut, alors là c'est par un effet de thérapie génique pour le saut d'exon, donc ça utilise un vecteur AAV, un vecteur de thérapie génique, mais pour réaliser de manière plus efficace ce taux d'exon, des résultats très intéressants, tout à fait spectaculaires même, chez la souris, qui permettent non seulement effectivement d'obtenir la synthèse de dystrophine, mais surtout d'améliorer la fonction physiologique des muscles en question. Et puis, par exemple, un autre papier d'un groupe londonien, donc ça c'est un groupe américain, qui montre qu'avec des oligonucléotides injectés de manière systémique pour faire ce exon skipping, on peut restaurer l'expression de la dystrophine de manière générale, body-wide, donc dans l'ensemble des muscles, et améliorer la pathologie dystrophique manifestée par la souris. Il faut dire que cette souris a des manifestations effectivement de dystrophie musculaire, mais en fait elle n'est pas très malade, hein, c'est la limite. Et puis un autre article de quelqu'un qui a beaucoup travaillé, Eric Hoffman, qui montre qu'il y a un modèle naturel de chien du chêne et qui montre l'efficacité de ces oligonucléotides. Alors c'est une espèce, c'est une chimie, ce qu'on appelle les morpholinos, pour l'exon skipping dans du chêne. Donc papier 2009, vous voyez, 2004, ça marche bien, 2006, sur la souris, même sur le chien, c'est intéressant parce que le chien c'est déjà beaucoup plus gros, donc plus proche. Et donc, une fois que ça marche chez l'homme, on va essayer, chez la souris ou même le chien, on essaye chez l'homme. Et donc l'équipe de Leiden qui a fondé une compagnie qui s'appelle Prosensa, qui fait un premier essai clinique simplement par injection dans des muscles, et ensuite on fait une biopsie pour voir est-ce qu'on arrive à avoir l'expression. Alors simplement, ça c'est quelque chose juste pour montrer ce qu'on appelle proof of concept, parce que vous n'allez pas guérir un patient qui a une myopathie de Duchenne qui touche tous les muscles, simplement en injectant dans l'un ou l'autre muscle, même si les gens disaient, voilà, si on a dans les muscles qui permettent la préemption, ça sera intéressant pour la qualité de vie. Mais ce qui montre, c'est qu'en injectant dans le muscle et en faisant la biopsie après, vous voyez, ça c'est un patient qui n'a pas été injecté, il n'y a pas d'expression de la dystrophine, et si la dystrophine est exprimée à la membrane de la fibre musculaire, et là vous avez 4 patients sur la biopsie, vous voyez une bonne expression de la dystrophine, donc tout à fait encourageant. Ça c'est l'équipe de Leiden, l'équipe de Londres de Muntoni, Local Restoration of the Dystrophy Expression with a Morpholino oligomère. Voilà, c'est un peu la même chose. Là on injectait, donc si on veut toucher tous les muscles, il faut pouvoir délivrer ces oligonucléotides de manière systémique, hein, parce que vous ne voulez pas juste améliorer un muscle. Et donc là, maintenant, on est en 2011, deux papiers de 2011, des premiers essais de phase 1, 2A. Donc phase 1, c'est pour voir est-ce qu'il peut y avoir des problèmes toxiques, et 2A, c'est quand même est-ce qu'il y a des effets bénéfiques. Alors, ils disent effectivement, on voit la réexpression d'ailleurs de la dystrophine, bon, c'est pas dire, mais ils trouvent sur un petit nombre de patients, 12 patients, une amélioration modeste dans le test 6-minute walk distance. En fait, vous demandez à des myopathes de marcher pendant 6 minutes et vous regardez quelle distance ils arrivent à faire.
et vous allez regarder, est-ce qu'après le traitement, ils arrivent à marcher un peu plus loin, ou au contraire, parce que la maladie a évolué, il n'y a pas d'amélioration. Bon, sur une courte période, en fait, vous n'allez pas avoir de dégradation. Mais en tout cas, voilà, est-ce qu'il y a... Et donc là, ils disent qu'il y a un modest improvement after 12 weeks of extended treatment. Voilà, donc ça, c'était... Ouais, en fait, il y avait 5 plus 12 weeks, c'était 17 semaines au total. Donc ça, c'est Prosensa. D'autres qui sont Lancet, l'équipe de Londres, et qui présente, donc ça c'est une étude sur 19 patients, et donc il n'y a pas d'effet délétère. Biochemical efficacy, ça veut dire qu'on montre qu'on a effectivement réexpression de dystrophine dans la biopsie musculaire des patients, et quelques aspects, disons, cliniques qui suggèrent que ça pourrait devenir un disease-modifying drug for Duchenne musculaire dystrophy. Ça a l'air d'enthousiasmer une grande compagnie pharmaceutique qui, jusqu'à présent, ne s'intéressait pas aux maladies rares, qui est GlaxoSmithKline. Et GlaxoSmithKline fait un accord avec Prosensa pour le développement de la thérapeutique du chêne avec cette stratégie oligonucléotide. Et donc là, on se disait de nouveau, les grandes compagnies pharmaceutiques, d'abord, c'est celles qui ont la puissance pour pouvoir et l'argent pour pouvoir faire ça, puis ça montre qu'elles y croient, disons. Et donc, ils commencent un essai de phase 3 avec 186 patients, 125 traités avec des oligo-antisens, 61 placebo. Et en début 2014, on apprend, alors je crois que il n'y a pas eu de publication en fait, de cet essai clinique. En tout cas, je n'ai pas trouvé, mais visiblement, il n'a pas été, pas de résultat montrant une amélioration. L'essai de phase 3 négatif, pas d'amélioration significative du primary endpoint qui était le 6-minute walk distance test. Et d'autre part, sur le compétiteur qui était une autre chimie, mais aussi pour des oligonucléotides antisens, où ils avaient un essai non randomisé, etc., suggérant qu'il pouvait y avoir un effet. La Food and Drug Administration n'a pas donné le statut de Accelerated Approval pour pouvoir aller plus vite pour mettre sur le marché cette molécule. Et donc, dans cet article d'Eric Hoffman, ce commentaire, Exon Skipping Therapy, a roadblock, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un blocage carrément de la voie, un détour, ou simplement a bump in the road, c'est-à-dire que voilà, c'est une mauvaise route, mais enfin, on va pouvoir quand même continuer. Et il discute dans ce papier qui est assez intéressant les problèmes liés et par exemple les problèmes de dose et de ce qu'on appelle la fenêtre thérapeutique. Et ce qu'il dit par exemple, c'est les oligonucléotides utilisés par Prosensa, si on en utilise à trop forte dose, ils commencent à avoir une toxicité et la fenêtre thérapeutique est pas optimale, c'est-à-dire qu'en fait on ne peut pas augmenter la dose par crainte de toxicité. Alors lui, ce qu'il dit, les morpholinos ont une meilleure, ont moins d'effets indésirables, donc en principe on peut en donner plus, et donc ils ont une meilleure therapeutic window, mais il fait le calcul que si on devait les utiliser à une dose dont on pourrait penser qu'elle serait optimale, rien qu'en production des oligonucléotides, ça reviendrait, sauf si on arrive à produire ça à vraiment beaucoup moindre coût, à $100 000 par an, rien que pour le médicament lui-même, sans compter le coût des tests thérapeutiques, le coût de tout ce qu'il y a autour. Simplement, la molécule elle-même.
Et ensuite, il dit, voilà, mais c'est comme pour l'X fragile, est-ce qu'on a la bonne mesure d'efficacité? Il pense qu'il y a beaucoup de discussions, notamment aussi avec les groupes de parents, etc., que le 6-minute walk test, qui est celui qui, pour le moment, est le test que tout le monde fait, n'est peut-être pas le plus adapté, et qu'un test qui dépend moins de la volonté de la personne. Parce que le 6-minute walk test, le gosse ou le jeune adulte, il a envie de montrer que... Voilà. Donc, est-ce que c'est le meilleur test? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des tests de force musculaire qui soient plus indépendants de l'effort, etc. Et puis, il y a le problème de l'âge. Parce que la plupart de ces tests ont été faits surtout sur des adolescents. Et on sait qu'avec la myopathie de Duchenne, vous avez une fibrose qui s'installe dans le muscle et que votre muscle est envahi de fibrose. C'est évident que si vous n'avez plus vraiment beaucoup de fibres musculaires qui sont restées, vous n'allez pas pouvoir avoir un effet thérapeutique. Et donc, est-ce qu'en fait, il ne faudrait pas essayer de traiter des jeunes enfants? Avec évidemment toujours ce même problème, c'est que les jeunes enfants, ils vont encore bien, hein, puisque c'est avant que la maladie ait beaucoup progressé. Et donc, on se dit toujours, mais est-ce qu'on ne risque pas d'empirer, etc. Mais donc c'est ce problème donc, de mesure d'efficacité et ce problème d'âge des patients traités. Alors on n'est pas tout à fait là, puisqu'il y a plus récemment une étude de phase 2 par Thomas Voigt, directeur de l'Institut de myologie. C'est une plus petite étude que l'étude non publiée d'ailleurs de Prosensa. Mais donc 53 patients, 18 avec administration continue de l'oligonucléotide, 17 intermittentes, 18 placebo, et il dit some benefit pour ceux qui ont eu la continuous administration versus le placebo pour ce 6-minute walk distance test. Et le même Eric Hoffman qui faisait ce commentaire sur l'avenir de cette thérapie, refait un commentaire là, après la publication du papier de Thomas Voigt dans Lancet Neurology. Rebirth for Drisaspersen. Drisaspersen, c'est le nom de cet oligo-antisense in Duchenne muscular dystrophy. Voilà, mais il y a quand même un point d'interrogation. Et simplement, quand je parlais tout à l'heure des médicaments qui seraient uniquement pour ceux qui ont une telle ou telle mutation, ce médicament-là, il cible l'exon 51. Donc il est fait pour les patients qui ont une délétion dans l'exon 51. Ils sont en train, ou ils ont préparé aussi d'autres qui seraient pour les exons qui sont les plus souvent mutés, etc. Mais ça veut dire, tout dépend, est-ce qu'il va falloir à chaque fois refaire des essais cliniques pour montrer que celui qui cible 44-45 est aussi actif, etc. Et à ce moment-là, ça sera impossible. Ou est-ce que les agences vont accepter que si ça a été démontré pour le saut d'exon pour l'exon 51, on va accepter aussi le saut d'exon pour 44-45. Jean-Claude Kaplan a l'air d'indiquer qu'il risque de vouloir exiger les mêmes... voilà. Donc c'est tout simplement pour vous dire, voilà, c'est vrai qu'en 86, quand le gène a été trouvé, il y a eu un immense espoir du côté des familles. Je me rappelle aussi quand, avec les premières thérapeutiques, avec l'adénovirus, pas l'AAV, à Cochin, où des souris nouveau-nées, MDX, ont réexprimé la dystrophine, et ça devait être dans les années 95, c'est quelque chose comme ça. Là, de nouveau, il y avait un immense espoir, sauf qu'on s'est vite aperçu que l'adénovirus était beaucoup trop toxique pour être pris en thérapie génique. Donc voilà, c'est simplement le développement, et de nouveau, s'il y a une leçon, c'est quel test pour voir l'efficacité, quel est l'âge des gens avec qui on doit traiter, parce que est-ce que
quand on traite quand il y a des dégâts qui sont probablement irréversibles, on va pas pouvoir trouver d'effet. Et puis savoir que c'est des maladies qui sont lentement progressives et que donc, à moins d'avoir la drogue miraculeuse qui tout d'un coup renormalise tout, mais pouvoir dire par exemple on a arrêté la progression de la maladie, c'est extrêmement en fait difficile à démontrer. Voilà, je vous remercie, j'ai été un peu long comme d'habitude.